Donc c'est un très bon conseil, mais qu'on peut avoir la flemme de suivre. C'est l'exemple parfait de cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Salut toi. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo conseil d'écriture. Et aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur un thème bien précis, mais plutôt une vidéo où j'ai décidé de rassembler tous ces conseils qui sont un peu universels, qu'on connaît et que pourtant on n'a pas très envie de suivre, mais qu'il faut suivre. Retiens bien que dans cette vidéo, tout ce que je vais te dire est indispensable. Donc oui, tu peux avoir la flemme, oui, je dis très souvent qu'il y a plusieurs façons d'écrire, mais ce coup-ci, c'est plus des méthodes à appliquer qu'il faut appliquer. Je veux te forcer à rien, mais c'est vivement conseillé d'écouter les conseils que je vais te donner. Donc j'ai rassemblé 7 points principaux qui me paraissaient essentiels. Je le dis trop. On va les voir dans un instant, juste après que je t'ai précisé que ce serait sympa que tu lâches un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Tu connais la chanson, c'est gratuit et ça m'aide énormément. On va pouvoir y aller. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de préparer ton roman. Je t'entends déjà, et oui, il y a des auteurs qui sont structuraux, d'autres qui sont scripturaux, donc des architectes ou des jardiniers. Les jardiniers ne prévoient rien ou pas grand chose à l'avance et les architectes, au contraire, aiment tout planifier. Mais tu ne vas pas couper à quelques petits trucs. C'est-à-dire que, ok, tu peux te lancer dans l'aventure sans aucun plan, mais il y a un truc qu'il ne faut pas que tu négliges dans ce cas-là, ce sont les recherches. J'en parle énormément, elles sont omniprésentes dans l'écriture et c'est normal. C'est elles qui vont donner ta crédibilité, à l'histoire. Et oui, ça peut être chiant, mais tu ne peux pas te lancer à corps perdu dans un polar si tu ne fais pas toi-même partie de la police et que tu n'as juste aucune idée de comment ça marche. Regarder NCIS, ça ne suffit pas. Donc les recherches, c'est important pour être sûr que ce soit crédible. Et pour ce qui est du plan, tu n'es pas obligé d'en faire. Comme je l'ai dit, oui, il y a ceux qui prévoient tout et il y a ceux qui ne prévoient pas. Mais si tu ne prévois pas, prévois au moins une fin alternative. Je m'explique. Si tu ne sais pas où tu vas dès le début, même si ça change au cours de l'histoire, ça va même très certainement changer au cours de l'histoire. Parce que si tu n'as rien prévu, tes personnages, tout ça, ça va évoluer et c'est normal. Donc ta fin va pouvoir changer, mais pour te lancer, il faut que tu aies un point de départ et un point d'arrivée, c'est indispensable pour ne pas te perdre en route. Parce que si tu pars dans tous les sens, tu vas perdre aussi le lecteur, et c'est pas ce que tu veux. Donc prépare ton roman, au moins un petit peu. Si tu es jardinier, tu n'es pas obligé de prévoir le début et la fin de chaque chapitre, le nombre de chapitres, etc. Mais un début et une fin, c'est le minimum syndical. Le deuxième point, c'est quelque chose que tu vas devoir accepter. Prépare-toi, ça va pas te plaire. Tu vas devoir accepter que ton premier jet ne soit pas parfait. Le premier jet, en fait, c'est la toute première version de ton histoire, et c'est toi qui te racontes ton histoire à toi-même. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir la peaufiner, il faut que tu aies une base, il faut que tu aies une sorte de brouillon. Et c'est ce brouillon que tu retravailleras après, avec la réécriture, avec les corrections, etc. Ce brouillon va te servir de base pour ensuite pondre le chef-d'œuvre qui va être publié par la suite. Mais d'abord, il faut bien que tu racontes l'histoire, surtout si t'es jardinier et que tu sais pas où tu vas. Donc raconte-toi cette histoire avec... C'est mieux forcément de le faire le plus parfait possible, et encore je mets des guillemets, j'ai vraiment fait ce geste. Il faut pas que tu passes trop de temps à peaufiner ce premier jet, parce que pour publier un livre, il faut écrire ce livre. Je pense que là, on est à peu près d'accord. Et pour écrire ce livre, il faut que tu te foutes la paix. Accepte qu'il ne soit pas parfait, arrête de réécrire 30 fois les mêmes lignes, 30 fois les mêmes chapitres en espérant pouvoir les peaufiner le plus possible, parce que si ça se trouve dans ton histoire, il y a des incohérences. Ça arrive et c'est normal, mais s'il y a des incohérences et que tu dois supprimer tout un passage que tu as recommencé 40 fois, tu auras juste perdu énormément de temps et d'énergie. Et ça t'aura saoulé. Et c'est normal. Donc ton premier jet ne sera pas parfait, tu feras une première réécriture d'abord pour ensuite le peaufiner. Mais ne te prends pas trop la tête à essayer de le rendre parfait dès le début. Et dans ce même point, j'en profite pour ajouter un petit bis, ton roman non plus ne sera pas parfait. Tu peux vouloir mettre toute la meilleure volonté du monde, jamais, à tes yeux, il n'aura l'air parfait. À chaque fois que tu le reliras, tu trouveras toujours une phrase à changer, un petit passage que finalement peut-être qu'il n'était pas assez clair, alors que tes bêta-lecteurs t'auront dit que si, tes bêta-lecteurs auront aimé ton roman. Mais toi, en le relisant pour la 32e fois, peut-être que finalement ça passe pas. Il faut que tu te foutes la paix, encore une fois, parce que, à tes yeux, jamais ton roman ne sera terminé. Mais il faut bien que tu le sortes un jour. Tu ne peux pas rester 15 ans sur le même bouquin sans vraiment lui apporter, et même tu risques de lui desservir, parce que s'il est prêt à être publié, s'il est déjà passé par la phase bêta lecture et la phase correction, surtout si t'as engagé une correctrice et que t'as pas tout fait toi-même, ce que je te conseille très vivement d'ailleurs, faites toujours appel à des professionnels, même si ça peut être un peu cher, c'est pour le bien de votre roman, parce que forcément à force d'être dedans vous ne voyez pas toujours les petites fautes, vos yeux vont simplement passer à côté.
c'était la parenthèse. Donc pour en revenir au sujet, si la correctrice ou le correcteur est passé derrière, essaie d'y toucher le moins possible, voire même de ne plus toucher à ton roman, tout simplement parce que tu risques d'en rajouter. Si tu décides de développer un petit peu un passage pour que ce soit plus clair pour le lecteur, déjà ce sera peut-être pas forcément le cas. Tu vas peut-être pas le rendre plus brouillon, mais si ça se trouve tu vas ajouter plein de détails dans ton fiche, mais en plus tu risques de rajouter des fautes. Des fautes qui auraient été évitées si la correctrice était passée derrière, sauf qu'elle est passée avant. Donc, fous-toi la paix, accepte que ton premier jet ne soit pas parfait pour pas trop te prendre la tête et le peaufiner par la suite parce qu'au début, je le répète, ce n'est qu'un brouillon. Et ensuite, accepte que ton roman ne soit pas parfait à tes yeux parce que, au bout d'un moment, si tes bêta lecteurs t'ont rien dit, et si même tu leur poses la question, au pire, tu peux toujours leur dire est-ce que tu penses qu'à ce passage-là ça va ou pas. Eux, ils auront le recul nécessaire pour te dire que ça passe et que tu dois te foutre la paix. Mon troisième point concerne l'organisation. Retiens que avoir le temps, c'est différent de prendre le temps. Je m'explique. Il y en a plein que je croise et qui disent ouais, faudra peut-être que je fasse une vidéo coup de gueule sur les phrases qui m'énervent. Mais il y a plein de gens que je croise et qui me disent que s'ils avaient le temps, eux aussi ils écriraient un roman. Et c'est ça le hic. Les auteurs qui sont vraiment passionnés par l'écriture, ceux qui ont vraiment besoin d'écrire, qui ont vraiment 36 000 histoires à la seconde qui naissent dans leur tête, ils n'ont pas le temps. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont parents, il y en a qui ont un travail, ils n'ont pas le temps. S'ils n'écrivaient pas, ils feraient forcément autre chose à la place. Et pourtant, ils arrivent à se trouver un créneau, ils arrivent à faire en sorte, si les enfants sont un petit peu grands, je sais pas, ils peuvent leur demander de se gérer pendant 1 heure ou 2, tu vois. Ils arrivent à se démerder parce qu'ils ont envie d'écrire, ils en ont le besoin. Et ok, des fois c'est chiant au niveau de l'organisation, je dis pas, évidemment, tu ne fais pas tout ce que tu veux, ce serait beaucoup trop beau. Mais la grosse différence, c'est que eux, eh ben, ils se le donnent, le temps. Ils sont prêts à faire un petit peu des sacrifices pour avoir le temps d'écrire parce qu'ils ont ce besoin d'écrire. Vois-tu ? Donc, si tu as vraiment envie d'écrire, n'attends pas d'avoir le temps parce que en soi, tu l'auras pas. On a toujours mieux à faire qu'écrire. On sent que je mets des gros guillemets à cette phrase aussi. Tu auras toujours autre chose à faire. Donc, si tu veux vraiment écrire, prends le temps. C'est pas très bon pour ta santé, mais je dirais même quitte à te coucher plus tard. C'est pas hyper conseillé, mais ça peut être une solution. Prends le temps, même si c'est pas beaucoup. On entend beaucoup qu'il est conseillé d'écrire un petit peu tous les jours, même si c'est qu'1 ou 2 lignes, justement pour ne pas perdre la main. Je suis assez d'accord, même s'il y a des fois on n'a pas envie, hein. Là c'est pas le sujet. Mais si c'est parce que t'as pas le temps, écris vraiment 1 ou 2 phrases juste pour continuer, rester dans cette continuité de l'histoire et ne pas perdre la main. Et au pire tu trouveras le temps d'écrire plus tard. Mais l'idée c'est ça, si t'as vraiment envie d'écrire, trouve le temps, trouve-toi un créneau pour écrire, même si c'est pas beaucoup. En fait, l'écriture c'est un peu comme un exercice physique, c'est-à-dire que si tu décides de commencer la muscu, tu vas progresser beaucoup plus vite en faisant 1 demi-heure tous les jours plutôt qu'en faisant 3 heures un seul jour par semaine. L'écriture c'est pareil. Et dans la continuité de ce conseil vient le suivant, n'attends pas l'inspiration pour écrire. Oui, il faut que tu acceptes qu'écrire, t'en auras pas toujours envie, et tu en as le droit. Ce n'est pas parce que c'est ta passion que tu dois toujours être hyper heureux d'y aller. Prenez l'exemple de la muscu à l'instant, c'est pas parce que t'adores ça que sur le coup tu peux pas avoir la flemme d'aller à la salle. Et ben là c'est pareil. C'est pas parce que... Surtout que c'est hyper frustrant d'attendre l'inspiration parce que pendant une page blanche, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir l'inspiration et de l'attendre parce que t'as envie d'écrire, tu sais juste pas quoi écrire. Et c'est en écrivant qu'on se débloque de la page blanche. Donc, force-toi un petit peu. Non, normalement, ça ne va pas te traumatiser de l'écriture. Il faut que tu te forces un petit peu à écrire pour que cette envie revienne de plus belle. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui arrive toujours. Mais sur le coup, tu as le droit d'avoir la flemme. Ce soir-là, par exemple, tu as le droit d'avoir la flemme d'écrire, donc peut-être que tu écriras moins, comme je le disais à l'instant en plus, les conseils vont ensemble. Tu as le droit d'écrire moins, mais essaie de toujours te motiver à écrire ou te forcer un petit peu. Après, tu peux avoir des phases de gros blocage qui t'obligent un petit peu à prendre une pause et écoute-toi. C'est aussi important. Mais moi, je te parle vraiment de ne pas attendre l'inspiration, de ne pas avoir l'illumination pour écrire. Accepte qu'écrire, ça peut être chiant. Ça veut pas dire que c'est moins ta passion, juste que tu es quelqu'un de normal. Le conseil suivant arrive une fois que tu as bien terminé ton manuscrit, il va falloir que tu le laisses de côté. Et oui, c'est triste, hein, parce que normalement quand tu viens d'écrire la fin, t'es toujours dans cette fièvre, parce que la fin c'est toujours un moment fort, donc généralement à écrire ça va tout seul, et si tu te prends la tête, t'es quand même dans l'action, t'es quand même dans ton bouquin, et en plus t'es hyper fier de l'avoir fini. Et donc, parfois, je dirais bien logiquement, mais non, parce que ça peut ne pas t'arriver et je voudrais pas que tu te sentes coupable. Mais parfois, et même très souvent, tu peux être tenté de relire tout ton manuscrit. T'es pas obligé d'avoir envie d'y toucher tout de suite, mais tu veux au moins le relire pour te remémorer le début, parce que tu te souviens des gros faits, mais tu sais plus comment tu l'as écrit. Et puis, si tu commences à faire ça, que ce soit ton but au départ ou non, tu vas forcément vouloir y retoucher. Corriger les petites fautes, reformuler des phrases. Ne fais pas ça.
Le conseil que je te donne maintenant, c'est de laisser reposer pour que tu puisses ensuite découvrir ton premier jet comme un lecteur. Moi, je te conseille d'attendre au moins un mois. Comme ça, tu as vraiment le temps de te détacher de ce manuscrit. Tu peux commencer un autre projet, hein, ça c'est pas le problème. Mais celui-ci, tu lui fous la paix. Parce que toi, par exemple, ce roman, tu as peut-être mis un an à l'écrire. En un an, tu as forcément oublié des petits détails, et c'est bien normal. Mais le lecteur, lui, ton bouquin, quand il va le lire, il va pas prendre un an. Normalement. Je te le souhaite pas, parce que ça veut dire que t'as un peu loupé ton coup, je crois. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tous ces petits détails que ton esprit pourra avoir oubliés, le lecteur s'en souviendra parce qu'il les lira dans un temps beaucoup plus court. Donc ce sera beaucoup plus facile pour lui de remarquer les incohérences. Et c'est pour ça qu'il faut que tu laisses reposer. Pour redécouvrir ton roman comme un lecteur, pour pouvoir prendre conscience des incohérences plus facilement. D'ailleurs, il est conseillé pendant la première relecture de juste prendre des notes sans y toucher, ça dépend, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Et je dis que ce n'est pas le sujet, mais c'est parce que j'ai oublié mon point suivant que je viens de vérifier. Parce que le sujet, il arrive maintenant. La correction et la réécriture. Tu peux avoir la flemme parce que c'est des étapes qui peuvent être assez fastidieuses. Des corrections et des réécritures, il faut que tu en fasses plusieurs. Ça peut être chiant, mais il faut. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà tu dois faire une première réécriture de ton point de vue. Je sais pas si c'est clair, mais tu vas comprendre. Ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as bien laissé poser ton manuscrit, tu vas pouvoir le relire à tête reposée comme un lecteur et redécouvrir ton histoire. Et là, il y a deux écoles. Soit tu notes sur le côté tous les petits trucs que tu as envie de modifier, soit tu modifies directement. J'ai pas vraiment de préférence par rapport à ça, c'est vraiment à toi de voir comment tu préfères travailler. C'est vrai que la charge de travail peut paraître plus importante si tu modifies tout à même le truc, donc sans noter à côté. C'est vraiment toi qui vois. Donc tu fais une première réécriture avec tes yeux à toi, ton avis à toi, etc. Et une fois que cette première réécriture est faite, tu vas pouvoir envoyer ton manuscrit à tes bêta-lecteurs. Donc les bêta-lecteurs, ce sont des lecteurs tests qui vont te dire ce qui va ou ce qui va pas parce qu'ils ont un regard complètement neutre parce que toi c'est ton bébé donc tu te rends peut-être pas compte de tout, surtout que c'est ton univers. Toi ton concept il est dans ta tête donc évidemment que tu vas comprendre ce que tu as voulu dire à tel ou tel moment. Sauf que quelqu'un qui ne sait pas exactement de quoi tu parles, peut-être que ça va être trop flou pour lui, peut-être que ça va même lui paraître incohérent. Et c'est à ça que vont servir tes bêta-lecteurs parce que eux, ils sont complètement extérieurs à l'histoire. Donc tes bêta-lecteurs, ils vont te dire que cette phrase-là, elle est lourde, ils vont te dire que ce chapitre ne va pas parce qu'il sert à rien, ils vont te dire que cette description est trop longue, trop chiante, ce que tu veux, ils peuvent dire du positif. Mais généralement, c'est dans le négatif qu'on s'améliore le plus, c'est pour ça que c'est ce que je relève. Donc tes bêta-lecteurs vont te faire leur retour et tu vas recommencer une réécriture supplémentaire en prenant compte ou pas de leurs remarques. Parce que n'oublie pas que c'est ton bébé et que tu as le droit de ne pas être d'accord avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils te disent absolument qu'il faut que tu modifies ça que tu dois le faire, surtout si tu as plusieurs bêta-lecteurs et que, imaginons, t'en as 2 qui soient d'accord sur quelque chose et que t'en as 3 qui te demandent de modifier ce quelque chose. Par exemple, ce passage qui paraît inutile. Maintenant que tu as leurs remarques, tu peux prendre du recul et te dire, bon, est-ce qu'il est vraiment inutile? Et tu le relis. Et là, tu pourras prendre conscience de certaines choses ou non, tu pourras aussi réaliser que pour toi ça te paraît bon donc que tu n'as pas envie. Et étant donné que certains bêta-lecteurs ont parfaitement compris où tu voulais en venir, ce ne serait pas un tort de ne pas les écouter. Donc tu vas faire ta petite réécriture et tu vas même pouvoir leur envoyer encore plusieurs fois, justement pour qu'ils voient ce qui a été modifié, si ça va mieux, etc. Et il en va de même pour les corrections. La correction, je te conseille de la découper en plusieurs étapes. D'abord, ça se rapproche un petit peu de la réécriture, c'est peut-être un peu la même chose. Bref, tu vas te concentrer sur tout ce qui est incohérence. Ensuite, tu vas plus te pencher sur tout ce qui est faute d'orthographe. Après, tu vas te dire que tu vas corriger la conjugaison et la grammaire. Enfin bref, ne fais pas tout d'un coup pour vraiment te focaliser sur un même point. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs, c'est pour ça que ça peut être chiant. Si tu es vraiment focalisé sur un point précis, ça t'évitera de passer des éléments à la trappe. Parce que vraiment, tu te focaliseras sur tous ces éléments qui concernent ce que tu corriges justement, et tu passeras complètement outre le reste. Au pire, si tu vois une faute d'orthographe pendant que tu cherches l'incohérence, tu peux la corriger vite fait, ou alors, tu la notes sur le côté, tu dis page 52, j'ai écrit attention avec un S, je sais pas, même si normalement Word t'as évité ça. Mais essaie de t'éparpiller le moins possible, pas comme moi actuellement. Et pour le dernier point, on va s'attaquer à du lourd. On va s'attaquer à un conseil que je ne sais pas si j'aurai la foi de le suivre un jour. Je pense que, en fait c'est un conseil que je n'oublie jamais, donc je pense que si j'en ai vraiment besoin, je le ferai. Mais qu'est-ce que j'ai pas envie? Ce conseil, c'est un conseil du monsieur, du très talentueux, bref. C'est un conseil de Bernard Werber qui conseille de réécrire totalement son premier jet pour la réécriture. Rien que ça. En gros, pour le monsieur, une fois que tu as raconté ce que tu avais envie de raconter, une fois que tu le sais et que c'est clair dans ta tête, tu recommences de zéro. Tu vas pas rafistoler et changer des petits morceaux par-ci par-là. En fait, le monsieur prend l'exemple d'une barque. Quand tu as une barque qui est un petit peu abîmée, qui a des trous partout, qui commence à prendre l'eau,
Tu pourras mettre du scotch, tu pourras essayer de la rafistoler comme tu veux. Au bout d'un moment, ça va continuer à se détériorer. Ça ne t'aidera pas à aller plus loin. Ça n'aidera pas forcément ta barque à avancer. Ça l'aidera peut-être juste à sombrer moins vite. Tandis que si tu vois que ta barque elle est complètement foutue et que tu reconstruis ta barque bien toute neuve, bien toute belle comme il faut, eh ben tu iras forcément beaucoup plus loin et forcément tu as beaucoup moins de chances de sombrer parce que ce sera tout neuf, tout beau, tout bien comme il faut. Et son exemple tient la route. Et je crois que c'est ça qui me gêne. Donc c'est un très bon conseil, mais qu'on peut avoir la flemme de suivre. C'est l'exemple parfait de cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Tu vas leur dire bonjour pour l'outro ? Donc j'espère que cette vidéo... Putain. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des trucs, qu'elle t'a remémoré certains conseils que forcément tu connaissais, tu les as forcément déjà entendus. Et ben j'espère que t'as pris conscience de l'importance qu'ils ont, parce que je le répète, même s'il y a plusieurs façons d'écrire, il y a des méthodes indémodables. Toutes celles que j'ai citées, c'en est. Tout ce que je viens de te dire, c'est juste pour le bien de ton bébé, donc même si tu as la flemme, réfléchis-y comme ça. Réfléchis-y comme ça. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi me dire s'il y a un des conseils que j'ai cités que tu connais, évidemment que tu le connais, mais tu rechignes toujours un petit peu à le faire. Tu peux me dire lequel c'est, quelle est ta plus grande hantise. Moi ce serait celui de Bernard Werber, hein, clairement. Donc tu peux me dire tout ça, tu peux juste me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, tu peux juste me laisser le petit like qui fait plaisir, qui me soutient, tu peux partager la vidéo pour... Tu peux aussi partager la vidéo, ça aidera peut-être d'autres auteurs. On a tous besoin qu'on nous remette ces conseils en tête. Et surtout, tu peux aussi t'abonner, comme ça tu seras au courant de tout ce que je sortirai. Et c'est sympa. Évidemment, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc surtout Insta. J'ai pas encore mis le nez sur Facebook, mais il y en a un. Et si ce genre de conseil te plaît, tu peux aussi retrouver en description mon petit guide à télécharger gratuitement, 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, je suis toujours aussi nulle en outro. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, c'est tout pour moi. C'était Mathilde Cognaud. Maintenant, prends ta plume et envole-toi.